Aujourd'hui, on plonge dans un univers que nous connaissons tous, que ce soit à travers des cartes échangées dans la cour de récré, des combats endiablés sur nos consoles, ou même des aventures palpitantes sur grand écran. Je parle bien sûr de Pokémon, cette licence interplanétaire qui a marqué des générations, du plus jeune au plus ancien. Mais Pokémon, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un phénomène culturel qui a su capturer l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Mais derrière chaque Pokémon se cache une histoire fascinante, celle de développeurs passionnés qui ont donné vie à cet univers incroyable. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment cette aventure a commencé, comment des idées simples se sont transformées en une légende vivante qui continue de toucher les cœurs, même des décennies plus tard. Au fil de cette vidéo, je vais vous emmener à travers les inspirations qui ont donné naissance à ce monde extraordinaire, et nous explorerons ensemble comment, génération après génération, Pokémon a su se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. Installez-vous confortablement car nous allons faire un voyage rempli de nostalgie et de découvertes, un voyage qui, je l'espère, vous rappellera pourquoi vous avez un jour attrapé votre premier Pokémon. Et c'est parti pour cette nouvelle aventure. Et cette aventure, on va la commencer en se plongeant dans les années 70 au Japon. En dehors des grandes villes, le Japon était un pays riche en paysages naturels. Les montagnes visibles de loin, les forêts bien vertes et denses, et les rizières en terrasse dominaient encore une grande partie du paysage rural. Ces éléments naturels étaient ancrés dans la culture japonaise, influençant l'art, la littérature, et encore même des inspirations aux jeux vidéo. Et ces paysages ont été le lieu de vie de millions de personnes, mais on va s'arrêter sur un enfant en particulier. Oui, ce gamin-là, un petit peu flippant qui kiffe les insectes. Eh bien, laisse-moi te présenter le petit Satoshi Tajiri. Sa passion, collectionner les insectes, récolter des informations sur eux et surtout apprendre des méthodes pour les chasser et les attraper. Il se passionne d'autant plus pour les scarabées où son but est de les faire maintenir en vie le plus longtemps possible et essayer de les rendre plus forts. Il faut savoir que Satoshi n'était pas du tout seul à faire ça. C'était une activité très populaire chez les Japonais à l'époque. Les enfants passaient des heures à explorer la nature pour attraper des insectes rares. Il faut savoir que le petit Satoshi, il est très encouragé par ses professeurs. Il tient même des registres où il écrit tout ce qu'il sait sur les insectes, leur taille, leur poids, leur sexe et même leurs différences, si bien qu'il sera renommé par les autres élèves le docteur insecte. Et là, t'es en train de te dire, mais attends, sa passion, son enfance, c'est un début à pas mal de choses, non? Genre les insectes, c'est les Pokémon, Satoshi, c'est le professeur Chen, les registres, ce serait le Pokédex, et en plus, ils cherchent tous comment les attraper. Et bingo, en effet, tu viens là de découvrir la première réelle inspiration du jeu Pokémon par son créateur, Satoshi Tajiri. Bon, on n'est vraiment pas là pour faire une biographie de Satoshi, mais pour te résumer, étant adolescent, il finit par adorer les jeux vidéo, il adore chercher des glitches, il écrit un journal et il finira par créer Pokémon par la suite. C'est un résumé très grossier, mais je t'invite à lire sa biographie, elle est incroyable. Game Freak est la société de développement qui a lancé Pokémon en 1996. Inspiré de la région de Kanto au Japon, le premier opus a revendiqué l'apparition de ses 150 premiers monstres. Apparaîtront alors en effet quelques insectes, mais ce n'est pas eux qui ressortent le plus, mais bien des créatures plus impressionnantes avec des histoires bien ficelées derrière chacune. Beaucoup de ces créatures sont inspirées en fait des mythes japonais que l'on appelle des yokai. Il est essentiel de comprendre l'influence des yokai, ces créatures mystérieuses du folklore japonais. Les yokai sont des esprits souvent malicieux qui peuplent les contes et les légendes du Japon. Beaucoup de Pokémon puisent directement dans ces figures mystiques. On a le plus connu, Fenard, qui est un kitsune, c'est un renard à plusieurs queues contrôlant le feu. On a également Soporifique, qui est un Baku, c'est un être avec une trompe absorbant les rêves des Japonais. Et encore Phantominus, c'est un Onibi, étant l'âme tourmentée d'une personne prenant la forme d'une petite boule de gaz. Le Japon ayant inspiré les jeux de rouge-bleu jusqu'à diamant-perle, les yokai seront bien présents dans cette génération. Dans Or et Argent, on a Feu Rêve, qui est Nukikubi, une femme dont sa tête s'est décrochée pour aller terroriser les populations. À Aoen, on a l'Ombre, le Kappa, une créature grenouille-tortue qui enlève les enfants japonais pour les noyer. Et à Sinnoh, on a Dimore, un Kamaitachi, c'est une belette agressive qui traîne en bande et qui vole les voyageurs en les agressant. Donc les développeurs se sont beaucoup servis des yokai pour leurs inspirations, et même encore à l'heure actuelle.
Mais le fait que des nouveaux pays soient mis à l'honneur dans les jeux a quand même effréné la présence de yokai dans les générations suivantes. Donc il faut savoir que les développeurs de Game Freak, en plus de ça, ils sont absolument fans de références de légendes urbaines de notre vie. Donc les légendes urbaines, pour te donner un exemple, ça va être le Yeti, Bigfoot ou encore le monstre du Loch Ness. Ils se sont inspirés des légendes urbaines pour enrichir l'univers du jeu avec des créatures et des histoires captivantes, ajoutant mystère et profondeur au monde des Pokémon. Ces récits folkloriques permettent d'ancrer les Pokémon dans un imaginaire collectif riche et varié, tout en éveillant notre curiosité. Mais à mon sens, le Pokémon le plus connu qui a une légende urbaine, ça restera Magikarp, qui vient de la légende du fleuve jaune. Donc la légende du fleuve jaune, c'est une carpe qui nagera à contre-courant du fleuve jaune, qui se situe en Chine, et que si elle arrive jusqu'au bout, sera transformée en un magnifique dragon. Et des légendes comme ça dans Pokémon, t'en as quand même beaucoup. Les développeurs, ils en sont vraiment fans. On retrouve aussi Archéomir et Archéodong, issus du conte intitulé La cloche de Mugen, une histoire racontant la pauvreté d'un village qui souhaitait créer une cloche qui apporterait d'abondantes récoltes. Et pour ça, il faut faire brûler et faire fondre des miroirs en bronze. T'as capté Archéomir le miroir et Archéodong la cloche, et en plus son talent inufigé qui protège des attaques de type feu. Et je pourrais citer en dernier l'exemple d'un Solourdo, oui, ce truc vient d'une légende qui s'appelle le Tsushinoko. C'est un serpent à la queue pointue extrêmement rare qui se cache dans la forêt et qui vole l'alcool des villageois. Il fait l'objet d'une chasse au trésor chaque année au Japon avec une récompense à la clé à quiconque sera le retrouver. Parlons maintenant de la mythologie et des religions. Les développeurs s'en sont vraiment beaucoup inspirés. De nombreuses religions ont des récits de création, souvent centrés sur une ou plusieurs divinités. Comme dans Pokémon, où l'on retrouve évidemment Arceus, le Pokémon créateur, donnant naissance au monde et à d'autres Pokémon qui auront pour mission de faire fonctionner une harmonie. Et comme dans notre monde, on retrouve dans Pokémon des croyances, des temples et des figures divines. En résumé, bien que l'univers de Pokémon soit avant tout un monde de divertissement, il intègre de nombreux éléments qui rappellent l'existence de mythes et de croyances religieuses. Mais là où ils s'en sont le plus servis, c'est au niveau des Pokémon légendaires. Vous avez au moins 80% des légendaires qui sont inspirés d'une mythologie ou d'une religion. Et à mon sens, le plus gros exemple, c'est Groudon et Kyogre qui représentent Behemoth et Léviathan dans la Bible. Behemoth qui réside en lui la force de la terre et Léviathan la créature personnifiant la force marine. Et en mythologie, vous avez en exemple Xerneas et Yveltal qui nous viennent tout droit de la mythologie nordique avec l'arbre d'Yggdrasil. Il s'agit d'un arbre géant qui représente l'équilibre de l'axe du monde avec des animaux bien distincts représentés comme le cerf, l'aigle et le serpent dragon, soit Xerneas, Yveltal et Zygarde. Et des créations dans ce style, on en a à la pelle sur les légendaires. J'ai consacré une série de shorts et de TikTok pour chacun d'entre eux, je vous laisse vous abonner. Bon, on a parlé de yokai, de mythologie, de légende, mais sache que Game Freak s'inspire également de la vraie vie. Pour commencer par des personnalités, Kick Lee pour Bruce Lee, Tainyon pour Mike Tyson, et Gene Simons pour Ixon, c'était un chanteur du groupe Kiss. On retrouve bien évidemment Uri Geller, un célèbre illusionniste israélien connu pour ses pouvoirs psychiques capables de plier des cuillères qui sera représenté par Kadabra. Bon, là l'histoire elle est même partie un peu loin parce que Uri Geller il a porté plainte contre Nintendo pour caricature non autorisée et il aura si bien réussi son coup que Kadabra n'apparaîtra plus pendant 20 ans dans le jeu de cartes ou encore dans l'animé. Mais Game Freak parfois ils savaient être drôles et taquins en prenant leur planificateur Koji Nishino pour le transformer en Pokémon. Il passe son temps à manger et à dormir et paf, ça nous donne un ronflex. Donc on peut voir que les développeurs ils sont pleins de ressources, même si le pauvre Koji, faut avouer qu'il a quand même pris une sacrée balle perdue. Mais vous avez à mon sens une des histoires les moins connues d'une inspiration Pokémon avec Celebi. Alors pour commencer, Celebi dans l'esprit il est inspiré de Cybèle, la déesse phrygienne de la nature. Mais surtout, le nom de Celebi vient tout droit d'un grand explorateur turc qui s'appelait Elvia Celebi, qui croyait même au voyage dans le temps. Bon, Celebi le Pokémon turc, je pense que tu l'avais pas vu venir. Mais à mon sens, la vraie force des développeurs de Game Freak pour leur inspiration, c'est l'urbanisation et la perte de la nature.
Dans les années 70 et 80, le Japon connaissait une urbanisation très rapide, ce qui menaçait les espèces naturelles, là où Tajiri et d'autres enfants aimaient jouer, et Pokémon peut être vu comme une réponse nostalgique à cette perte et un moyen de conserver et de célébrer la connexion avec la nature. On reconnaît à Pokémon une biodiversité sans limite offrant des paysages beaux et naturels. Et Pokémon a créé alors des monstres qui sont des commentaires sur des enjeux réels, la protection de l'environnement, le danger de la pollution et l'urbanisation incontrôlée de notre planète. Un Pokémon comme Smogo, créé pour dénoncer la pollution avec sa tête de mort et ses os croisés sur son corps. Coraillon, qui était un beau corail rose souriant en 1999 et qui en 2019 est un corail blanc mort vide d'expression. Et Miasmax, dénonçant la culture du jetable et les problèmes liés à la gestion des déchets, bien ancrés dans notre société, en mettant lumière sur les conséquences écologiques des ordures. Et on reconnaît là surtout la patte de Satoshi Tajiri, qui fait part de sa tristesse quand il revient dans sa région natale, là où il cherchait des insectes, tous est maintenant urbanisé, passant de l'herbe verte à un béton très épais. Et en combinant ces éléments mythologiques, légendaires et de société, les développeurs de Pokémon ont créé un univers riche en histoire où chaque créature porte en elle une partie de l'âme du monde. C'est cette profondeur, ce mélange entre tradition et imagination qui a fait de Pokémon plus qu'un simple jeu, c'est un voyage à travers les cultures, les histoires et les légendes du monde entier. Alors la prochaine fois que vous attraperez un Pokémon, souvenez-vous que derrière lui il y a bien plus qu'une créature, il y a une histoire, un mythe, une légende. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien manquer dans nos prochains voyages dans l'univers Pokémon. C'était Guimauve, la mitraillette à bisous.